Bonjour sportifs, nous sommes tout heureux de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Club Sport Santé s'intéresse à trois grandes thématiques. D'abord, les Jeux Olympiques à Paris avec les sorties prématurées d'Éloi Javon et puis d'Akoko comme la vie. On va en parler justement de leur parcours. On évoque également la D1 féminine de football avec déjà 2 journées de disputées avec certains clubs qui ne sont pas forcément en forme, notamment Atleta FC. Et que dire, bien sûr, du Maracana, l'actualité de cette discipline sportive. On en parle avec le championnat de la phase du Grand Lomé bouclé et cap très bientôt sur la phase de l'intérieur du pays. Voilà ce qui nous rassemble pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'être des nôtres. Club Sport Santé, la première fenêtre, c'est tout de suite. Tôt ce matin, déjà aux alentours de 8h45, Éloi Javon avait sa course, sa compétition de natation d'abord. Entre-temps, la Seine, on l'avait jugé un peu polluée à cause de la pluie lors de la cérémonie d'ouverture. Et aujourd'hui, eux tous sont rentrés dans l'eau. Il a fini 5e et dernier de sa série. Et derrière, il fallait faire la course. Là aussi, il ne pouvait plus continuer. Il a abandonné tout simplement. Le moral l'a lâché. Mais pourquoi vous riez, messieurs? Mais ça fait mal de le dire. Non, mais quand même, Javon a abandonné la course. Mais il n'est pas le seul à abandonner quand même. Mais on en parle du Togo. Angelo, oui. Quand vous employez le mot abandon, on comprend tout de suite que c'est le niveau qui n'a pas été tout à fait en place pour notre athlète. Mais lui aussi, il s'est qualifié pour les Jeux. Bien sûr, on s'est qualifié, mais est-ce qu'on a le niveau nécessaire pour aller tenir tête aux autres qui se sont préparés en conséquence? C'est l'interrogation. Moi, dans tous les athlètes, au niveau de tous les athlètes, j'allais dire, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et là, vous n'êtes pas surpris? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on savait déjà que ça allait être très difficile. Moi, je vais résumer tout par rapport au niveau. Oui, et Thierry? Si vous prétendez gagner, mais mettez les moyens en place. Mettre les moyens en place. Mais Thierry, je vous dis justement, voilà, Éloi Javon qu'on voit à l'écran, merci à Fernand, qui nous aide, à Sylvain et tous les autres. Regardez, justement, c'est Éloi Javon. On parle de 3 disciplines, la natation, le vélo et la course. Vous parliez tout à l'heure des niveaux, mais lui, il vit en France. Il est pratiquement, on pourra dire, dans les meilleures conditions que ceux qui évoluent sur le continent. Oui, dans les meilleures conditions, mais est-ce qu'il est quand même tout le temps sur le terrain par rapport aux compétitions qui se sont là, c'est sur la course de vélo là qu'on le voit. C'est bien vrai que voilà, c'est des athlètes qui ne manquaient pas du tout rien autour pour pouvoir tenir, mais vous voyez que c'est pas suffisant. On se dit que voilà, c'est autour du niveau qui n'était pas au rendez-vous. Waouh. Voilà. Eh ben, je vous vois également sourire. Vous partagez le même avis de Thierry. Je partage le même avis. Éloi Javon. Ses concurrents en route. Oui, c'est que au départ, il a rassuré la population. Oui. Pour avoir mis assez de temps en se consacrant à la préparation de cette compétition. Je pense même que lui aussi fait partie de ceux qui ont eu des qualifications directes. Oui. Ceux qui ont eu des qualifications directes pour le Togo pour les JO. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi, comme je l'ai dit pour Akoko aussi. Et également, je voudrais revenir sur un aspect, c'est que on peut dire que le moral peut être sapé pour Éloi Javon, dans la mesure où la compétition était prévue pour la veille, c'est-à-dire le mardi, et puis ils étaient prêts psychologiquement, et c'est à quelques heures du démarrage de la compétition qu'on annule l'épreuve. Oui. Maintenant, après cette annulation, la nouvelle date n'a pas été donnée aussitôt. On a dit c'est reporté. Oui. Et je pense que pour un athlète qui vraiment... Vous pensez que ce Méli-Mélo là, bousculé? Oui. Et les autres alors? Non, pour lui, au fait, c'est sa première. Oui, c'est sa première. Oui, pour lui, c'est sa première. Donc ça peut jouer. Oui, ça peut jouer. Par contre, quand vous allez voir les autres concurrents, ce sont des habitués. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a même? C'est que c'est à l'approche de cette compétition que beaucoup ont découvert Éloi Javon. Exactement. Par contre, les autres, vous entendez parler d'eux dans les compétitions en Europe depuis. Donc moi je me dis peut-être il y a également la psychologie qui a joué, parce que quelqu'un qui a fait les éliminatoires, qui s'est qualifié directement pour la compétition et qui
au cours de l'épreuve, se retrouve dans ces conditions à la nage. Il était vraiment très loin son chrono était loin du premier. Maintenant, au niveau de la course, il a carrément abandonné. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus. Il est essoufflé. Ça fait mal. La préparation n'a qu'à continuer. N'est-ce pas? Mais seulement, je me dis, voilà, au fait, comment dit-on? Les réalités? Non, pas les réalités. C'était nos deux athlètes. Sur qui on comptait? Le plus. Nos chances de médaille. Nos chances de médaille. Ceux qui ont eu la qualification directe, on peut dire que c'est eux qui ont plus de chances de médaille. Maintenant, avec les autres, la natation où c'est par le biais de l'universalité, de la place de l'universalité. Il y a la natation. La natation dont je parlais. Et puis il y a l'athlétisme avec Naomi Akako. Naomi, depuis, je pense que c'est sur les Jeux de Cognac qu'elle a émerveillé. Depuis là, elle est à Paris, elle est née à quelques kilomètres du Stade de France. Hein. Donc, si elle peut nous créer la surprise, je pense que... Voilà, messieurs, on va parler de l'enjeu ou des enjeux pour le Togo, pour ces JO. Vous nous aviez parlé tout à l'heure 2008 avec Benjamin Boukpeti. Depuis, il n'y a plus rien. Pour Paris, participer pour y aller ou... on revient, quand on prend par exemple Giordano Daou, 50 mètres nage libre, il commence déjà dès demain, le premier. Il a dit qu'il veut améliorer d'abord son record national. Oui, déjà le discours nous amène tout de suite à comprendre que voilà, il ne vise pas la médaille. Là, c'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Lui, il reconnaît tout de suite qu'il faut améliorer son chrono. Oui. Tant mieux, peut-être ça peut quand même lui permettre d'aller tenir peut-être à ses concurrents directs. Mais quand on prend déjà les athlètes au niveau de la préparation, pour moi, ça n'a pas été tout à fait ça. Donc, on y va juste comme ça. On y va, mais ça a été toujours le slogan des Togolais. On y va pour apprendre et on revient et bredouille. Arrivé à un moment donné, il va falloir qu'on terre tous ces discours-là. Oui. Pour moi, c'est juste une simple configuration pour ces athlètes qui, par rapport à ces JO, doivent comprendre qu'il faut mettre les moyens en place, apprendre. On a 5 athlètes, plus de dirigeants. Oui. Quand vous êtes nombreux en tant que dirigeant, vous y allez. Apprenez les choses et revenez. Vous pensez qu'on ne retient rien? On ne retient rien. Adilo, on ne retient rien. Après Benjamin Boukpeti en 2008, on est resté sur nos lauriers, sans rien faire. 2012, sans championnat. 2016, 2020, le sport aujourd'hui dans son ensemble, c'est pas de la magie. Si vous voulez gagner, mettez les moyens en place, mettez les infrastructures en place et permettez à ces athlètes-là d'avoir tout le temps des compétitions. Quand ce n'est pas le cas, on va y aller, revenir regarder toujours. Bon, je pense qu'il y a sur le même sujet. Oui, je pense qu'on a manqué beaucoup de choses. On a manqué de beaucoup de choses, notamment en termes de compétitivité des athlètes, en termes d'accompagnement financier même des athlètes. Quand vous voyez par exemple 500 000 francs pour chaque athlète pour les JO, ça aussi c'est quelque chose, non? C'est Paris quand même. C'est Paris. C'est Paris. Et 500 000, ça ne fait même pas 1000 euros. Je me dis qu'il faut motiver les athlètes. La motivation aussi, ça fait partie de la recherche de performance. Oui. Vous savez, pendant ce temps au Sénégal, c'est 11 millions. C'est 11 millions. En Côte d'Ivoire, c'est plus que ça. Burkina, n'en parlons pas. Donc, moi, je me dis qu'il faudrait qu'on accompagne nos athlètes. Imaginez, moi, je dis, il y a toujours plusieurs façons d'accompagner un athlète. D'accord. On peut bien savoir que le Togo n'est pas favori. Oui. Mais on vous dit, quand vous nous gagnez une médaille, vous avez une villa de 50 millions. Je vous dis, par exemple, vous allez voir la magie. N'est-ce pas? C'est-à-dire, l'athlète est prêt à se surpasser. On peut voir la magie sans préparation. Non, mais ce dont je suis en train de parler, c'est-à-dire qu'en amont, il y a eu du travail qui a été fait. Il y a déjà une préparation. Voilà, il y a déjà eu une préparation. Oui. Et puis, c'est-à-dire qu'on fait rêver l'athlète, quoi. D'accord. On fait rêver l'athlète. Avec une villa de 50 millions. Avec une villa de 50 millions. Par exemple. Vous allez voir la magie. Oui. Mais malheureusement, chez nous, c'est pas le cas. Non, mais on est encore très loin. On est encore très loin. Oui. 500 000 francs, c'est une moto que vous pouvez acheter à Lomé. C'est 100 000 francs à Paris. C'est 100 000 francs à Paris pour un athlète qui doit se mettre dans une condition possible. Vous avez fait cas tout à l'heure de la psychologie. Exact. Déjà avec ces sous, on se dit, on est dans quel pays? D'habitude, même les athlètes n'ont pas de psychologue. Hein. Il y a des entraîneurs qui les accompagnent, mais pas de psychologue. Alors, il faut tout cela dans la délégation. Oui. Et les gens sont là parce que c'est Paris, on veut aller découvrir ce qu'il y a là-bas comme au JO.
Mais arrivé à un moment donné, il faut arrêter ça. Voilà. Parce qu'on est toujours dernier. On est toujours dernier. On va terminer avec, messieurs, le calendrier des Togolais en ce qui concerne le reste de la délégation. Il y a 2 qui sont éliminés. Il y a maintenant 3 qui sont toujours en lice. Oh oui, notamment... les 2 nageurs. Oui, merci beaucoup. Gaël Gaïtou. Oui, Adel Sodalo Gaïtou. Oui. Voilà. Qui entre dans l'eau à partir du 2 août, non, du 3 août. Voilà, du 3 août en 50 mètres nage libre. Le jeune Daou Giordano Manim, lui, il rentre en compétition déjà à partir du 1er. Et puis, que dire de Naomi Akakbo, voilà, en athlétisme, déjà le 2, elle sera, voilà, sur les pistes en 100 mètres et dames. On se demande d'abord les séries et tout. Non, mais contentons-nous tout simplement de leur participation. Et de les supporter et de loin. Attendons-nous également des miracles de la part d'eux. Parce qu'il y a déjà 2 éliminés. Oui. Ça peut quand même les contrer à beaucoup plus se surpasser. Ça ne va pas jouer sur la psychologie des autres athlètes? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être une motivation supplémentaire pour ces athlètes-là. Parce que quand ce sera encore un 3e, ça sera de trop. Oui. Donc ils vont se surpasser pour pouvoir tenir. Beaucoup de courage à nos athlètes parce que les Jeux Olympiques, on ne cessera jamais de le dire, c'est le sommet, sinon le summum. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau, le très haut niveau. Il n'y a rien à dire là-dessus. En tout cas, on va croiser les doigts pour nos athlètes et espérer de meilleures conditions de préparation pour pourquoi pas 4 ans, c'est ça? Oui, Los Angeles, oui. 4 ans, On ne baisse 2028. On ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. On continue le travail. Voilà qui est dit. Never give up. On va continuer également, nous, cette émission. On a parlé de, bien sûr, des JO. On va désormais ouvrir la fenêtre de la D1 féminine de football. Oui, elle a commencé maintenant, ça fait déjà 2 journées. On va d'abord prendre le temps d'aller regarder le graphique des résultats de la première journée pour justement donner ces résultats-là avec tout ce qu'on a eu en week-end du 21 juillet. On a eu déjà AE qui s'est imposé 2-0 face à l'USAVO, 6-0 pour les Sautères face à Wina Girls. Ben, il faut qu'ils changent leur nom. Wina Girls, mais ils perdent toujours, elles perdent toujours. L'entente de qui s'est offert le scalp de l'athlète à 3-0. Et puis dans la poule B, on voit Asco qui a battu Fouadan 2-0, Koroki 1-0 face à Unisport, 0-0 entre Tambo et puis l'équipe de Semassi. La deuxième journée, on va enchaîner pour justement parler de cette deuxième journée avec les résultats que nous avons. Et là aussi, on envoie USAMU qui surprend Atleta. Battu 2-0, Wina Girls fait 1-1 face à l'AC Barracuda. Là, c'est bon. 0-0 entre l'entente de la SOTR. On voit également la victoire d'Unisport. 3-0 face à Doumbé. 1-1 entre Koroki et Semassi. Et puis Fouadan qui bat la Istanbul 1-0. On va revenir en studio pour décrypter, décortiquer cette compétition de la D1 féminine. Et Thierry, d'abord, vous, votre avis sur la D1 féminine qui a pris du temps à pouvoir démarrer, mais enfin qui est là. Oui, enfin, parce que ça a pris du temps, le démarrage de cette nouvelle saison de la D1 féminine, où on a du mal à comprendre la réaction de la Fédération togolaise de football quant à l'organisation de ce championnat féminin qui, pour moi, est très compétitif pour permettre à ces jeunes dames-là de compétir. Malheureusement, quand on joue un championnat pour une saison, c'est parti pour 2 ans après. Et ça fait que voilà, on n'a plus des joueuses aujourd'hui capables d'aller tenir à tête à leur sort de la sous-région. À chaque fois qu'on a des équipes, que ce soit au niveau de la catégorie U17, U20 de l'équipe nationale, y compris l'équipe senior, oui. Les résultats ne sont pas là. Aujourd'hui, on peut se contenter de ce démarrage là où il y a certaines équipes qui se détachent déjà du lot avec 2 journées. Donc on peut comprendre que voilà, elles n'attendaient pas grand chose si ce n'est taper dans le ballon sur la pelouse. Et voilà, mais est-ce que dans l'organisation par rapport à un championnat zonal de groupe A et groupe B, oui, est-ce que c'est l'idéal? On parle de 14 équipes. Pour moi, c'est pas l'idéal. Et souvent, quand on joue une journée, il y a une équipe qui est en repos. Et ça fait que voilà, les journées ne sont pas enchaînées. Trop d'accord sur le format. J'ai jamais été d'accord sur cette manière de jouer un championnat. C'est-à-dire divisé en 2 zones. Divisé en 2 zones. Ah, d'accord. Nous sommes dans un pays où le pays, entre guillemets, n'est pas tout à fait grand. Oui, voilà. Mais aller à Kara, à Dapan et revenir, c'est pas grand-chose pour le Togo. Voilà. Ou bien pour les Togolais. Mais quand ces équipes-là n'y vont pas aller défier en faisant des voyages, oui,
ça peut rejaillir sur la performance également. Au niveau de la qualité, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas avoir des joueurs de bonne qualité quand elles ne vont pas défier les autres dans l'autre coin du pays. Pour moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Ça se limite seulement à certaines équipes qui, aujourd'hui, ça a changé de nom avec. Voilà, assez Barakoda, Et bon, tout compte fait, c'est la FTF qui organise. Qui trouve également un autre planning pour pouvoir permettre à ces joueuses-là d'être en jambes. On va parler justement de cette fusion ou absorption. Voilà, ça dépend du mot que vous préférez. Partenariat. Partenariat, d'accord. On va parler plutôt de partenariat. On prend par exemple le club AC Barakoda qui est en partenariat avec Tempête. Voilà. Mais comment, d'abord, on va parler de Atleta, d'un club que vous connaissez très bien. 2 matchs, 2 défaites, ça fait quoi déjà? 5 buts encaissés, hein, si je ne me trompe pas, 0 marqué. Que se passe-t-il à Atleta? Donc, je pense qu'il y a juste eu un retard par rapport à la préparation de l'équipe. Déjà, quand vous voyez un peu la composition lors de la première journée, c'est carrément une nouvelle équipe. Que l'entraîneur. Les joueurs sont partis? Les joueurs sont partis. Ah, d'accord. C'est qui pose même la problématique de l'organisation même de nos clubs. Parce que c'est inadmissible qu'après une saison, pour une reprise, on reprend à 0. Et moi, je me dis, le résultat qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est avec des joueuses peut-être qui n'ont pas encore l'expérience, parce que quoi qu'on dise, on parle quand même de la première division. On parle de la première division, ce sont des joueuses d'autres qui ont été formées dans les centres de formation, et puis Hope qui après quelques journées de compétition dans les tournois et aux coupes là sont prêtées, et puis bon, ils viennent découvrir le championnat, la première division. J'aime bien ce que vous dites, elles viennent découvrir, parce qu'elles n'ont pas du tout l'expérience de cette compétition. Donc du coup, vous voyez que le résultat ne va pas suivre, et il va falloir peut-être faire encore d'autres prêts pour renforcer l'équipe avec des joueuses plus expérimentées. Et pour moi, déjà après 2 journées, Atleta, 2 défaites, je ne pense pas... C'est inhabituel, hein? Non, c'est inhabituel, mais vous savez, depuis pratiquement 2 ans, Atleta joue le maintien. D'accord. Joue le maintien, donc pour moi, je me dis, c'est pourquoi je dis, il n'est pas encore tard. D'accord. On peut encore renforcer cette équipe-là pour des résultats pour les prochaines journées. Avant de voir avec Etchevi pour d'autres réactions, je vous pose cette question-là. Vous avez sorti le mot partenariat. Quand on est allé aux informations, le partenariat, c'est souvent 1 an renouvelable. Waouh, est-ce que ce n'est pas aussi risqué, ou bien il y a quelque chose qu'on doit comprendre mieux derrière? Charles? Non, mais c'est risqué dans la mesure où moi j'ai eu la chance même de discuter avec un président de club féminin qui m'a dit que pour cette première, que c'est une expérience. Et que, comparativement à ces années où lui-même il a eu à diriger son équipe, s'il pense bien que ce partenariat ne va pas l'avantager, qu'à la fin de l'année, il mettra fin. Ah, il va se retirer. Il va se retirer. Et donc, je me dis que cette affaire de partenariat, je pense que on pense plus au plus offrant, celui qui vous fait mieux, une meilleure proposition, parce que il faut être dans la formation. Les gens, les présidents de club n'aiment pas trop la formation parce que ça fait dépenser. Et ça prend du temps. Je prends le cas de la SK. Même cuire et manger tout de suite. Effectivement, quand vous voyez la SK, les gens seront surpris lorsque le club féminin de la SK va commencer par faire du résultat. Parce que déjà, pratiquement, ça fait 2 ou 3 ans qu'on est en train de monter cette équipe-là à Cara, et que les jeunes filles viennent s'entraîner généralement les samedis. Avant, c'était avec le directeur sportif. Je voyais souvent sur la page Facebook du club les séances d'entraînement, les photos. Donc, il y en a d'autres qui sont carrément dans la formation. Vous prenez le cas de Tempête FC. Quand vous allez à Tempête FC, qui est devenu AC Barakoda, quand vous allez là-bas, vous allez voir l'équipe senior et en plus l'équipe U20. Exactement. C'est la même chose qui se passe également à Amis du Monde devenu à SOTR. C'est-à-dire que les gens sont dans la formation. Comment est-ce que ces clubs-là arrivent à trouver les jeunes filles et à monter des équipes et que d'autres n'arrivent pas à le faire? Ça veut dire que vous allez voir, la SOTR ne va jamais chômer de joueuses. Et Tempête FC ne va jamais chômer de joueuses. Par contre, les clubs qui ne forment pas, je pense qu'à chaque fois, il sera obligé. Mais je pense même, je l'ai dit la fois dernière, qu'à l'avenir même, les clubs des 2 risquent de partir. Parce qu'il y a bientôt le championnat régional qui va se jouer qualificatif pour la D2 nationale. Et
quand les clubs de D1 seront en compétition, D2 seront en compétition, et les clubs qui sont restés au niveau de la Ligue régionale seront en compétition, ils vont trouver les joueuses. Et là, on parlera de montée de relégation. De montée de donc, relégation. Certains clubs de D1 vont obligés d'être de disparaître. Effectivement, vous avez vu par exemple Swallows a fait des prêts de joueuses à des clubs. FSA pareil. Quand tous ces clubs-là seront en compétition, les joueuses, on va trouver les joueuses. Peut-être les prêts que vous allez avoir, ce sont les joueuses U20 qu'on va vous prêter, parce que l'équipe même a envie d'aller jouer l'élite. Vous voyez, donc ça pose le problème de formation. J'ai même appris aussi que l'État finlandais est en train de monter sa section féminine. C'est déjà bien, c'est à encourager. Il faudrait que tous nos clubs arrivent à ces stades-là, parce que c'est en cela qu'on peut rehausser le niveau de notre championnat. Exactement. Les jeunes filles, elles sont pleines à Lomé. Il suffit d'aller bien parler avec ces filles-là et les parents. Avec un projet surtout. Oui, avec un projet surtout, avec les parents. Surtout quand vous allez, les filles, quand vous allez vers les parents, vous leur dites, ok, nous prenons en charge les frais de scolarité de l'enfant, tout ça. Je pense à l'aise. Avec un suivi très sérieux. C'est fini. Vous gagnez la confiance des parents et puis vous avez des joueuses avec vous. C'est un chantier qui ne finira jamais, en tout cas. Etchevi, pour terminer sur la thématique de la D1 féminine, visiblement, nous n'avons pas appris, tiré des leçons de la dernière CAN. La première à laquelle on a participé. Bien sûr. La preuve, la seconde, on n'y est pas. Oui. Quand vous parlez de partenariat, pour moi, c'est dommage. C'est dommage pour le Togo. Et il y a de cela quelques années, on disait à ces présidents des clubs de la D1 nationale de former des joueuses pour pouvoir monter ces joueuses-là et former une équipe. Mais aujourd'hui, on parle de partenariat jusqu'à quand? Et quand les choses ne sont pas bien définies, bien respectées, ces clubs-là ne vont pas se retirer par rapport à vos noms que vous avez Ça risque de fausser le caractère professionnel qu'on veut donner à la chose. La seule façon d'y arriver, c'est de former les joueuses dès le bas âge. C'est pas les filles qui manquent à Lomé, au Togo. Ni à l'intérieur du pays. Il faut juste un projet, comme on l'a tout à l'heure souligné, bien défini, où c'est bien accompagné, bien structuré. Malheureusement, ces clubs qui évoluent à Lomé, beaucoup n'ont pas leur propre terrain, leur propre pelouse. Ça aussi, c'est un autre aspect. Quand même accompagner ces jeunes joueuses, il y en a plein. Il faut aller vers ces joueuses-là. Il y a des tournois qui s'organisent pendant toutes les vacances. Exactement. Mais que ces clubs aient des comités pour pouvoir aller chercher ces talents. Prospecter. Voilà, il faut aller détecter les talents pour mettre une équipe en place. Le seul bémol aujourd'hui... Ça manque de vision. C'est ce que nous avons comme problème au Togo, la vision dans le futur. On va trop près. On se contente du présent et voilà. Ce qui est sûr, messieurs, il y aura une troisième journée. On veut tout de suite le résultat. Oui, tout de suite le résultat, alors que les gens continuent de se préparer et prennent le temps de mettre les moyens. Et on parlait tout à l'heure de cette division 1 féminine. La troisième journée va se jouer cette fin de semaine. On sera là samedi pour en parler en long et en large. Nous avons terminé avec la deuxième fenêtre de cette émission, la troisième. On va l'ouvrir dans quelques secondes. Le temps de nous permettre de souffler un temps soit peu avec le générique et d'installer notre invité. À tout de suite. Club Sport Santé, le dernier virage. Nous allons parler d'une discipline que vous connaissez déjà à travers, en tout cas, nos thématiques débattues ici. Nous parlons de Maracana avec Ferdinand Caro, qui n'est autre que le secrétaire général adjoint de la Fédération togolaise de la discipline. Bonjour Ferdinand. Bonjour Angelo et bonjour à tous les téléspectateurs de SOS Docteur TV. Ça fait quoi, la deuxième ou troisième fois vous êtes là? Je crois que ça doit être la troisième fois. Ah, 1, 2, 3, ça fait 3 déjà. Ah voilà. Et merci encore une fois d'être présent sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir. On va parler avec vous en Maracana, puisque le championnat, en tout cas la phase zonale du Grand Lomé a bien débuté et s'est refermé le week-end dernier. Vous voyez, on va avoir plus de précisions par rapport à la phase du Grand Lomé. Effectivement, Angelo, le championnat national de Maracana au Togo a été lancé le 20 juillet passé. Oui. Et c'est la zone du Grand Lomé. Et elle devait durer pendant 2 journées. Et étant donné que les clubs engagés étaient juste au nombre de 8 sur 13 à Lomé. Et on a dû faire 2 poules, A et B. Et chaque club devait jouer dans sa poule 3 matchs. Donc le samedi 20, il y a eu la première journée. Et le samedi 27, 27 et 28, il y a eu la deuxième journée. Donc la phase de Lomé a été jouée et clôturée. Et on attend le classement,
la commission technique Oui. est à pied d'œuvre. Elle va nous sortir le classement des clubs qui sont qualifiés pour la phase nationale. Il fallait qualifier 3 sur 4. Donc chaque poule devait qualifier 3 clubs. On attend le classement. On l'a déjà, mais il faut avoir la confirmation de la commission technique. Ah oui, Monsieur Caro qui dit quelque chose d'important parce que nous, journalistes, on a souvent notre façon de classer déjà les équipes qualifiées, mais il y a une commission qui est là, qui doit faire son travail en tenant compte de beaucoup de paramètres. Dans son ensemble, les journées qui ont été disputées, le format arc-en-ciel accepté, c'est bon, on peut continuer à avancer. Justement, si vous permettez qu'on en parle. Allez-y, c'est pourquoi on pose la question. Légèrement. Et le Maracana se joue normalement en 2 catégories. Oui. La catégorie senior, qui regroupe les joueurs de 45 ans. Oui. Non, 35 ans. Senior, c'est 35 ans à 44 ans. Oui. Et les super seniors de 45 ans et plus. Voilà. Et c'est comme ça que ça a toujours été joué. Mais récemment, la FIMA est en train de changer les règles. La FIMA, c'est la Fédération internationale de comme Maracana. Dans les autres disciplines que l'on a. Voilà. Est en train de changer les règles et est en train d'introduire les jeunes joueurs. D'accord. Les jeunes joueurs, donc sur le terrain, on n'aura plus les 2 catégories, senior et super senior. On aura en plus des 2 catégories, la catégorie super senior. C'est-à-dire une équipe sera composée des 3 catégories de joueurs. Et on a nommé ce format le format arc-en-ciel. Voilà. Au sein duquel on a des super seniors, des seniors et un junior. Voilà. On peut avoir, les détails sont là, on peut avoir des seniors, des super seniors et des juniors, les tout mélangés selon la volonté du coach. Pour pouvoir battre l'équipe adverse, tu verras le mélange que tu vas faire avec ces différentes catégories. Exactement. Pour pouvoir avancer. On rappelle qu'il faut 6 joueurs sur le terrain. Il faut 6 joueurs, pas plus que ça, et 6 autres qui attendent sur le banc de touche. Sur le banc de touche. Voilà. Allons-y. Donc c'est ce nouveau format qui sera joué, qui sera disputé à la Coupe du Monde de Maracana, la première édition, qui va être organisée à Abidjan. Et c'est dans ce sens que la Fédération togolaise de Maracana a tenu à expérimenter, si je peux le dire ainsi, expérimenter ce format avant qu'on ne se retrouve à la Coupe du Monde. Autrement, je me demande s'il faut avancer avec les deux catégories, senior et super senior. Et à la Coupe du Monde, on se retrouve avec le format arc-en-ciel, ça va être très compliqué à jouer. C'est la raison pour laquelle la FETOMA a tenu que ce format soit joué. Et malheureusement, il y a certains clubs qui n'ont pas été, je ne veux pas dire capables, mais qui n'ont pas voulu. Qui n'ont pas voulu avancer sur ce schéma. Parce que c'est vrai, je suis d'accord avec eux, trouver des jeunes joueurs de 18 à 34 ans qui pratiquent le Maracana à un certain niveau, c'était difficile à trouver. Absolument. Étant donné aussi que le temps imparti était assez réduit. Nous les comprenons, ils sont 5 à Lomé qui n'ont pas pu s'engager. Nous espérons que l'année prochaine, si on revient sur l'ancien format, ils pourront jouer, ou alors ils auront le temps, si on garde ce format arc-en-ciel, ils auraient eu le temps de trouver des jeunes qui pourront participer à la compétition. Voilà qui est dit. Ça concerne la phase du Grand Lomé, avec des équipes que l'on connaît très bien, que ce soit Espérance de Lomé, Botafogo, Etekon, Flamengo, Elite. JDJ ne sait pas. JDJ n'est pas arrivé cette saison. Ah, vous aimez JDJ? Ah, vous aimez ça? La joie de jouer. Ah oui, joie de jouer. Alors, mon cher Charles, on parlait tout à l'heure de le Maracana, là, la Maramonde qui arrive en septembre, mais il faut expérimenter le format arc-en-ciel. Une question d'anticipation au niveau de la FETOMA. Oui, je sais que ce format n'a pas reçu l'assentiment de plusieurs nations. Je ne veux pas parler de clubs, de plusieurs nations. Ah d'accord. Oui, vous élargissez le champ. Oui, plusieurs nations. Mais étant donné que c'est la Fédération mondiale qui a voulu instaurer ce format, je pense que on est obligé de faire avec. Maintenant, c'est bien vrai, tel que le secrétaire général adjoint l'a dit tout à l'heure, le problème c'est l'introduction des jeunes joueurs dans les équipes qui pose problème. Parce que c'est vraiment difficile de trouver à l'heure actuelle un junior qui préfère jouer au football, qui va aimer d'un seul coup arriver au Maracana, changer de carrière et arriver au Maracana. Mais au même moment, je pense que, je ne sais pas si c'est vrai, ce que je dis va être vrai. Je pense que la vision peut-être de la Fédération mondiale, c'est d'arriver à instaurer aussi l'équipe nationale junior au niveau
du Maracana. D'accord. Donc c'est en commençant peut-être cela qu'il va y avoir cet engouement-là au niveau des jeunes pour que dans les prochaines éditions, qu'on revienne à l'ancien format. Vous pensez que les pays vont finalement rentrer dans les rangs Non, mais du moment où c'est la Fédération mondiale qui a instauré, je pense que tout le monde est obligé de se mettre au pas. De façon progressive. De façon progressive, tout le monde est obligé de se mettre au pas. Mais moi, je pense que la vision, c'est d'arriver aussi à ces catégories de jeunes-là. La dernière fois... C'est un peu forcé, mais bon. Oui, c'est un peu forcé. Ça, il faut le reconnaître parce que tous les pays ne sont pas forcément d'accord sur ce format de la FIMA. Tous les matchs se sont disputés sur le terrain des cheminots. Hein. Vous le précisez. Oui, tous les matchs, pas la plupart, mais tous les matchs ont été disputés sur le terrain des cheminots, communément appelés à Kassimé. À Kassimé, justement. Oui. Sur ce site-là, oui, votre public, vous savez, chaque discipline a son public. Hein. Bon, votre avis sur le niveau, l'engagement des joueurs, les clubs, vous sentez qu'il y a du travail qui continue à se faire? Oui, il faut d'abord remercier le public qui a fait le déplacement. C'est vrai, le Maracana a... Le jeu du Maracana a commencé surtout sur le terrain de l'université de Lomé, anciennement appelée l'université de Bénin, où le premier club, MCL, s'est toujours entraîné. Après, ça s'est vulgarisé dans tout le pays. Et Kassimé le terrain des cheminots, est un terrain qui regroupe plusieurs clubs. Plusieurs clubs s'entraînent là-bas, que ce soit en cours de semaine ou au cours des week-ends, plusieurs clubs s'entraînent là-bas. Et donc, le grand public de Maracana se trouve dans cette zone. Et nous adressons nos remerciements à ces messieurs et ces dames qui viennent encourager cette discipline. Effectivement, les matchs se sont déroulés. On a vu les clubs, on s'attendait à ce que certains clubs puissent faire mieux que l'année passée. Exactement. Ça n'a pas été le cas. Ceux qui avaient été déjà devant ont confirmé. Je dis que le classement n'est pas encore officiel, mais vous pourrez voir dans la poule A, c'est EDL, EDL qui est premier là-bas et qui avait gagné le championnat de l'année passée en catégorie super senior. Et dans la poule B, c'est Flamengo qui est premier et qui avait gagné le championnat de la catégorie super senior. Donc, senior plutôt. Senior, pardon. Donc les clubs, c'est vrai, elles se sont mis au travail. C'est le temps qu'on a mis après le dernier championnat et l'ouverture de ce dernier n'était pas long. Tout ça, c'est cette année, il faut le rappeler. Oui, tout s'est passé cette année parce qu'on était en retard, vraiment en retard l'année passée à cause de la CAN à laquelle on avait participé à Grand Popo. Donc, je me dis, le travail continue pour les clubs qui se sont qualifiés. Surtout, encore plus pour la direction technique qui, au cours de ces matchs, de ce tournoi, s'est donné comme travail de regarder les joueurs, de les sélectionner pour l'équipe nationale. Vous le dites si bien, parce qu'une compétition, oui, elle est antichambre de la sélection, parce que quoi qu'on dise, il faut aller chercher les joueurs dans les différents clubs pour composer justement cette nomenclature-là pour aller du côté d'Abidjan. C'est à partir du 7 septembre, c'est ça? Oui, le 7, non, ou bien c'est avant? Le 25 septembre. Ah, tiens, moi j'ai avancé un peu la date. 7 octobre. Jusqu'au 7 octobre. Voilà, Maramonde, c'est à Abidjan, la Coupe du Monde de Maracana. Je rappelle que le Togo est dans la poule du Burkina Faso, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Bon, on va y passer, non? Normalement, on devait passer normalement. On va continuer de parler Maracana, mais plutôt maintenant mettre le cap sur la zone de l'intérieur du pays, parce qu'on a parlé de la phase du Grand Lomé. Que va-t-il se passer et à quel moment pour les clubs de l'intérieur du Togo? Oui, au-delà de la zone du Grand Lomé, il y a 3 autres zones qui se retrouvent, dans lesquelles on joue. Il y a la zone du sud-est qui regroupe 2 clubs, le club de Santos de Haotwe et Boulez Soudaneho. Les 2 clubs vont s'affronter le 11 août à Haotwe et qualifieront une équipe. L'un des clubs sera qualifié pour pouvoir prendre part à la phase nationale. C'est sur un seul match ou aller-retour? Oui, ils vont jouer un match aller-retour, mais ce serait dans la même journée. D'accord. Oui. D'accord. Et après la zone du sud-est, il y a la zone des plateaux. Qui regroupe 3 clubs là-bas. Il y a Atakpame, il y a Kalako, et Maracana Club, et Pima Maracana Club qui sont à Atakpame, qui vont rejoindre le club de Kwalimé, dont le nom m'échappe un peu. Le club de Kwalimé ils vont tous se retrouver à Moublo. À 4, hein?
Non, à 3. À 3. À 3. Ah, un d'accord. club à Palimé. À Ok. 3. Donc Calaco et c'est- Pima qui vont retrouver un Mac. troisième club. Mac de Palimé. Voilà, Mac. Voilà, ils vont se retrouver Voilà. à Mouloblo parce que. À Mouloblo. Oui, la fédération pense qu'il faut jouer le match sur un terrain neutre, ni à Palimé, ni à Tapamé, mais plus ou moins au centre des D'accord. deux localités. Donc, sur le terrain du lycée d'Amoublo. D'accord. Le 10. Le 10 août. Le 10 août. D'accord. Donc, on joue le 10 à Amoublo, Oui, le 11 le 11 à Hautoué. à Hautoué. Mais avant ces deux matchs, Oui. le week-end prochain déjà, on sera à Sokodé le 3. Vous parlez de ce week-end le 3 Oui, là ce week-end le 3. Le 3 Le Oui. samedi 3. Ok. Une délégation sera à Sokodé Ah. pour suivre la confrontation entre les deux clubs de cette localité, notamment Tout Puissant de Sokodé et Semassi de Sokodé, qui vont également s'affronter comme de l'autre côté en deux matchs aller-retour et dégager un qualifié aussi pour la phase nationale. Ensuite, nous allons clôturer avec la phase du grand nom, pas le grand nom, mais de Kara, Oui. où nous verrons Tinga Oui. Maracana Club Tinga, oui. et Evala Maracana Club Ah. qui vont s'affronter en deux matchs également en aller-retour pour qualifier un club pour faire un total de 10 clubs. À Lomé, on aura 6 et puis un de ces quatre zones pour faire 10 et jouer la phase nationale. La phase nationale. Oui. Bon, mon cher Richard, je vous ai vu suivre de très près le SGA. Tous ces clubs-là, pour vous, c'est suffisant ou on doit encore faire plus de vulgarisation autour de la discipline pour avoir au moins 12, 14, 16 clubs, pourquoi pas 20 lors de la phase nationale. Mais pour l'instant, on n'en a que 10. Non, je pense que petit à petit, la vulgarisation suit son chemin. Oui. Parce que déjà, si dans les plateaux, les clubs d'Atakpamé et de Kpalimé doivent aller se retrouver à Amoublo. Amoublo, c'est dans Badou, ça. Oui. Ah oui, je pense que ça va permettre... Ça prouve que vous connaissez bien votre pays. et ça va permettre peut-être à des vétérans ou bien à des anciens joueurs, des personnes âgées qui jouent dans la zone, de s'intéresser un peu également à la discipline. De les attirer. De les attirer. Donc maintenant, je pense que la vulgarisation même, forcément, ce n'est pas la fédération. Je pense que les autres clubs, même dans leur localité, ils peuvent faire de telle sorte qu'il y ait encore plus de clubs qui naissent. Plus de membres. Plus de clubs et plus de membres. Vous voyez, par exemple, à Hautoué, à Neho, je pense qu'il y a Tchevier, il y a Kévé, ça n'en manque pas. Donc, je pense que par les affinités, ils peuvent pousser également d'autres joueurs à créer des clubs dans ces localités. Maintenant, Kara, je pense que Kara aussi est grand. Oui, il y a Bafilo. Il y a Bafilo, il y a Défalé, tout ça. Je sais que en principe à Défalé, il doit y avoir un club. Normalement. Il doit y avoir un club parce que la Fetoma a utilisé les installations de Swallows. Donc je me dis que là-bas aussi très rapidement on pouvait créer à Défalé un club de Maracana. Bon, je pense que petit à petit ça va venir. Oui. Déjà on compte une dizaine de clubs à l'intérieur du pays, c'est pas mal. Mais ça, également au niveau de la fédération, on doit continuer par travailler pour également aller dans les savanes parce que là très important. Oh oui, il n'y a pas de club de Maracana dans les savanes. Parfois les gens sont intéressés. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a personne pour les encadrer, quelqu'un qui connaît pour vous dire c'est comme ça se passe. Du jeu et tout. Voilà. Ce qui va avec, voilà, mais je pense et surtout les moyens aussi. Il faut mettre la main à la poche. Oui, il faut mettre la main à la poche, mais je me dis, quand vous voyez un peu un club de Maracana avec un club de Gaillard de football, c'est pratiquement la même chose. Ça, c'est vrai. C'est pratiquement la même chose. Question de fraternité, effectivement. convivialité, amitié. Effectivement, vous voyez un peu avec EDL. EDL, c'est le foot. Et puis le Maracana. On peut aussi inciter les clubs de Gaillard de football à adhérer comme cela. EDL même qui a une section féminine de Maracana, c'est la toute première fois, mais bon, on attend également les autres clubs à leur emboîter le pas. Avant d'aborder la phase nationale, Karou, ces clubs-là, ou bien ces matchs qui vont se jouer à l'intérieur du pays, les arbitres qui vont officier les matchs, vous allez les prendre de Lomé pour y aller ou il y en a déjà disponibles là-bas qui vont vous accompagner dans l'exécution de ces rencontres? Malheureusement, on va les prendre de Lomé comme on l'avait fait déjà l'année passée. Malheureusement, parce que nous pensons que ces clubs, ces localités devraient pouvoir disposer d'arbitres qui puissent avoir le niveau d'officier, un championnat. Mais ce n'est pas le cas. Que ce soit à Kara, à Sokodé, on nous a dit la dernière fois, on a fait une tournée à Kara et à Kara, à Sokodé, on nous a dit qu'ils nous ont dit qu'ils ont des arbitres.
arrivé sur place, on verra comment mettre ces arbitres-là, s'ils sont là vraiment, Oui. ceux de Lomé, ensemble, et voir ce que ça peut donner. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que la fédération a pris sur elle de former des arbitres. Il y a une session qui s'est déroulée à Abidjan, Oui. où la fédération a pu envoyer 2 arbitres pour suivre la formation. Ces arbitres, normalement, sont censés venir apporter leur connaissance à ceux qui sont restés au pays. Et puis la Fédération internationale de Maracana, dans le cadre de cette Coupe du Monde qui est en vue, Oui. organise une session de formation des arbitres à Lomé, à partir du 8 août. Ah, c'est très À bien. partir La du semaine 8 prochaine. août, là. la semaine prochaine, Ah, intéressant. où les arbitres des pays participants seront à Lomé pour être formés. Et ça permettra au Togo de faire former aussi les arbitres qui ne sont pas encore internationaux, les fédéraux, qui puissent gravir des échelons pour aller au niveau international. Ah oui, on voit que la FETOMA, en tout cas, met les bouchées doubles pour permettre à ce que l'instance regorge d'arbitres et surtout à la Maramonde, pourquoi pas avoir les Togolais justement officiers et surtout officier les matchs de finale parce que oui, là aussi, ça montre que vous avez le niveau. Vous en savez quelque chose en matière d'arbitrage, mon cher Charles. Alors, on va parler justement du dernier aspect de Maracana avec la phase nationale parce que là, c'est plus grand, c'est plus costaud, c'est plus laborieux. Ça demande beaucoup d'investissement et puis beaucoup de ressources humaines. Vous êtes souvent dans l'anticipation. Tout doucement, vous mettez l'organisation en place? Oui, on est en train. La dernière fois, la dernière édition, c'était en mai passé. Mais bien sûr. Les commissions, les groupes qui ont travaillé sont là. On les met déjà en place pour que le 31 août, je ne l'ai pas dit. Non, pas encore. Le 31 août se tiendra la phase nationale. Le 31 août. Le 31 août. D'accord. Où les 10 clubs seront à Lomé et donc ils vont s'affronter en 2 poules de 5. Oui. Il y aura plusieurs matchs. Et il y aura à héberger, il y aura à restaurer et il y aura à déplacer. Donc c'est tout un travail qui va être fait. Les commissions sont là, ils sont à pied d'œuvre, se préparent pour pouvoir accueillir tout ce monde-là qui vont venir de l'intérieur et tout le travail qui va être fait pour qu'on puisse mieux faire que l'édition passée. Vous parlez du 31 août. Est-ce que ces matchs-là, une seule journée va suffire ou bien vous voyez les choses autrement, en grand et en mieux? On aurait bien aimé faire ça en 2 ou 3 jours, mais on ne le dira jamais assez, les problèmes de moyens financiers. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il est plus facile d'héberger, de restaurer une personne en une journée que de l'héberger pour 3 jours. Donc, mais au niveau de la FETOMA, vous continuez à discuter, c'est pas encore verrouillé. Non, même sur le fait que ça va être fait à Lomé, c'est pas encore verrouillé. On peut encore se déplacer. Et c'est l'ambition même de la FETOMA. Ah, okay. Mais c'est les moyens qui nous embêtent vraiment. On est obligé toujours rester à Lomé pour faire le travail. Parce que il y a 6 clubs qui sont qualifiés à Lomé. S'il faut déplacer 6 clubs, c'est plus difficile que de déplacer 4 de l'intérieur. Donc, on préfère rester sur place pour le faire. Vraiment, si on trouve les moyens, on lance l'appel, si vous le permettez, à tous ceux qui veulent bien nous accompagner. On ne cesse de le faire. Il y a la phase nationale du championnat que nous allons jouer le 31 août, qui va réunir 10 clubs et nécessairement le public sera présent. Appelle donc à toutes les sociétés, à tous les annonceurs qui veulent bien nous accompagner, de nous toucher pour qu'on puisse travailler ensemble et nous partirons, c'est sûr, gagnant-gagnant. Il y a aussi la Coupe du Monde que nous préparons à Abidjan, Côte d'Ivoire, et qui nécessite aussi assez de moyens pour le déplacement, l'hébergement, les prix des arbitres, des joueurs. C'est tout un grand colis que nous transportons et nous lançons l'appel aux bonnes volontés qui veulent bien nous accompagner pour nous rendre la charge un peu plus facile. Voilà, ce qui concerne la phase nationale, on n'y est pas encore, mais il faut attendre encore 1 mois pour voir justement sa réalisation. Charles, oui, on est en train de terminer tout doucement le 31 août. Réservez votre journée pour l'agenda. Ça va se dérouler au campus de Lomé, toujours? Au campus de Lomé, c'est sûr. Bon, a priori, pour l'instant, c'est ce que vous pensez. Oui, mais bon, oui, ça peut être également, pourquoi pas, à l'intérieur du pays, à Kara-Sokodé, à Koualimé, pourquoi pas. Oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Oui. Quelqu'un vous dépose 100 millions aujourd'hui.
Mais ça pourra faire l'affaire. Hein. Vite fait. Vite fait, n'est-ce pas, Charles? Charles, on parlait tout à l'heure de ce Maracana-là. Mine de rien, quand on parle de Maracana au niveau de l'Afrique, à part la Côte d'Ivoire, il y a le Togo qui également a fait bonne figure. Hein. Oui, effectivement. Je me rappelle une année où le Togo avait fait le doublé au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Vous savez, pour ce genre de compétition, tout le monde se prépare. C'est-à-dire qu'il faut battre la Côte d'Ivoire, il faut battre le Togo. Et je pense que depuis pratiquement 6 ans, ces deux pays, ces deux nations-là sont vraiment ciblées par les autres adversaires. Et on a vu, je pense, si je ne me trompe pas, ça doit être à une édition au Niger en 2017. Où le Burkina avait 2017, c'était au Mali. Au Mali, oui, voilà. Et le Burkina avait mis en difficulté le Togo. Oui, effectivement. Le Burkina, le Bénin également. Qui voilà, donc, oui, ça veut dire que les gens se préparent. Absolument. Et qu'au Togo, nous, on a eu cette chance, ne serait-ce qu'au cours de cette année, de jouer 2 différentes compétitions. C'est-à-dire, on a joué le championnat 2 fois au cours de l'année. Donc, je pense que ça va permettre à la direction technique d'avoir des joueurs qui ont des compétitions dans les jambes. Le reste, je pense que c'est dans la tête. Oui, on va à Abidjan, c'est vrai que c'est une Coupe du Monde. Il y a le Canada qui, depuis quelques années, essaie de le Brésil arrive, les États-Unis également. Voilà, la France. Mais je pense que la Côte d'Ivoire et le Togo sont des pays, en tout cas, à respecter en matière de Maracana. Et bon, moi je vais inviter juste les dirigeants à mettre le paquet, à ce que le travail y est. C'est bien vrai qu'il y a de cela quelques années, il y avait eu quelques secousses. On a plus senti l'équipe nationale, nos équipes nationales en très bonne forme lors des dernières compétitions de la CAN. Que l'on se mette vraiment au travail et qu'on aille chercher des médailles pour le Togo pour ces mondiaux. On le dit, oui, c'est ça, à force de travail, d'abnégation et surtout de moyens qui accompagnent, on arrive toujours à créer le miracle. On rappelle qu'au niveau de la sous-région, oui, à part la Côte d'Ivoire, le Togo est très très bien placé. Hein. C'est un pays redouté. Et au niveau même de la FIMA, on a un Togolais qui est premier vice-président, en la personne de M. Baffaye, Étienne, ancien président de la FETOMA. Vous avez un mot pour conclure notre entretien? On est arrivé à la fin de cette émission. Oui, je voudrais, avant d'adresser mes remerciements, souhaiter vivement que nous sommes dans la période des Jeux Olympiques. Exact. Souhaiter vraiment que notre discipline, c'est pas le lieu de le dire, mais il faut quand même le dire, que notre discipline soit acceptée comme discipline olympique. Oui. Et que les prochaines années... C'est une bataille, hein? C'est un chantier. Vraiment un grand chantier que le président de la FIMA, Bleu Charlemagne, ainsi que tous les autres qui sont membres de cette fédération travaillent pour que nous puissions arriver effectivement à cette victoire, si je peux l'appeler. Oui, le basketball 3 contre 3, lutter aujourd'hui, c'est une discipline olympique. Donc pourquoi pas vous également? On va y travailler aussi pour que les éditions prochaines, que nous puissions participer à cette compétition. Absolument. Et je voudrais remercier vraiment Angelo, vos responsables de la SOS Docteur TV, qui nous permettaient à chaque fois de pouvoir nous adresser au public. Et à tous ceux qui veulent bien nous accompagner. Vraiment merci. Nous invitons le public pour le 1er août. Exactement. Non, pas le 1er, le 31 août. Le 31 août pour la phase nationale. Pour la phase nationale. Oui. À l'intérieur du pays. Je ne sais pas si on nous suit là-bas. Si, on est suivi partout, mon cher Ferdinand. Nous invitons également le public pour Anéha, à Mouoblo. À Mouoblo, c'est une des localisations, comme le disait M. Charles tout à l'heure, pour la vulgarisation. Exactement. Pour Anéha, nous avons tenté de jouer le match à Vaughan. Malheureusement, on ne le dira pas assez, les problèmes d'infrastructure. On n'a pas trouvé de terrain en bonne forme, en bon état, capable d'abriter ce match. D'accord. Donc nous invitons tout le public à Néha, que les gens d'Anéha qui seront à Hautoué, ceux de Kara et de ce côté, de pouvoir nous supporter, accompagner les joueurs jusqu'à la qualification pour la phase nationale. En tout cas, on a été tout de suite et très très intéressé par vos analyses. En tout cas, merci encore pour les informations que vous avez partagées avec nous. On est très content encore une fois. Merci. Oui, c'est le minimum. On travaille en équipe. Hein.
Voilà. C'est une chaîne, comme le dirait quelqu'un. Vraiment. À l'occasion, on n'hésitera pas à venir encore partager les informations. Tout à fait. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci Ferdinand Carou. Et saluez tous vos collaborateurs de la FETOMA, y compris aussi le parrain, notre parrain à nous au niveau du Maracana. Le vieux père. Le vieux père. Voilà. Il se reconnaîtra. Mon cher Charles, merci beaucoup d'être patient pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé le plateau avec. J'espère que tu vas prendre tes Monsieur crampons bientôt pour jouer au Maracana. Ça me fera plaisir. Absolument. Merci également à Etienne Tengue qui est resté toujours avec nous de l'autre côté du studio. Merci à Fernand Sylvain, à tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Mille merci à Justin. On se dit rendez-vous prochain, c'est samedi pour parler toujours sport sur SOS Docteur TV. C'est un plaisir de vous avoir servi. Comme toujours, faites un exercice physique pour garder la forme, mangez moins gras, moins salé, moins sucré et restez en forme pour la suite. À très très bientôt. Bye bye.